Donc ce soir, on a le bonheur de, après traduire la parole de Dieu, qui avait été un des épisodes de ces rencontres, de se poser la question de traduire la philosophie, avec une soirée en 2 temps. Premier temps, tout de suite, Barbara va rentrer en dialogue avec 2 éminents traducteurs, Moshe Ron et Mohamed Maoub, qui donc ont traduit le monolinguisme de l'autre, texte de Jacques Derrida, en hébreu et en arabe, et qui, donc, grâce à la Fondation Camargo notamment, et au CNL, et qui donc vont faire part un petit peu de leur expérience de traduction de ce texte vers ces 2 langues que sont l'hébreu et l'arabe. Ensuite, on aura un petit temps de pause de restauration pour ceux qui le veulent dans le forum, entre 20h et 20h30 approximativement. Et ensuite, la soirée se continuera toujours en dialogue entre Barbara et Alain Badiou, qui nous fait le plaisir, l'honneur de sa présence, pour parler notamment de la traduction de la République. Voilà, je passe tout de suite la parole à Barbara, qui va compléter bien évidemment tout ce que j'ai dit. Merci au MUSEM, merci Cécile, merci à la Fondation Camargo, merci au CNL et surtout merci aux 2 traducteurs, Moshe Ron, et qui ne sont pas seulement traducteurs, et Mohamed Maoub, d'être présents et d'avoir pendant les 2 mois et demi qui viennent de s'écouler, traduit le monolinguisme de l'autre, un texte de Jacques Derrida, au titre déjà qui nous en dit long, mais on ne sait pas quoi. Et le sous-titre, c'est encore pire, la prothèse d'origine. Bon. Donc, ils ont traduit l'un vers l'hébreu et l'autre vers l'arabe. Et si on a choisi ce texte, si nous avons choisi ce texte, le texte de Derrida, c'est parce que l'hébreu et l'arabe sont présents dans le sens même de ce que signifie le monolinguisme de l'autre. Jacques Derrida explique, donc il part de 2 propositions contradictoires. On ne parle jamais qu'une seule langue, on ne parle jamais une seule langue. Et il explique que ces 2 propositions contradictoires sont au fond les résultats de sa vie. Jacques Derrida était juif pied-noir et il raconte comment, quand il était jeune, il avait appris, ou il n'était autorisé à apprendre l'arabe que comme langue secondaire facultative en Algérie. Et donc, vous entendez déjà quelque chose du rapport entre la langue et le pays, et la culture d'un pays. Donc, il ne pouvait apprendre l'arabe, ou il n'était autorisé à apprendre l'arabe avec ses petits camarades, que comme langue secondaire facultative. Et en même temps, il était juif. Et juif de nationalité française jusqu'à un certain moment, jusqu'au moment où, en 1943, le décret Crémieux, qui accordait la nationalité aux Juifs, et aux Juifs d'Algérie notamment, a été abrogé par Pétain. Et à ce moment-là, il s'est retrouvé sans nationalité et sans langue maternelle, c'est-à-dire sans langue qui lui appartenait. Donc, vous voyez comment cette situation peut provoquer cette contradiction, ces 2 phrases contradictoires. On ne parle jamais une seule langue, on ne parle jamais qu'une seule langue. On ne parle jamais qu'une seule langue, la langue qu'on a apprise de sa mère, sa langue maternelle, on la parle plus que les autres. Et en même temps, on n'en parle jamais une seule, ne serait-ce que parce que si on en parle une seule, on ne sait même pas que c'est une langue qu'on parle. Donc c'est tout de suite avec plus d'une langue que Jacques Derrida est confronté. Et plus d'une langue est la manière dont il définit sa propre position en philosophie. Vous savez peut-être que Jacques Derrida est connu comme le tenant de la déconstruction. Déconstruction, c'est-à-dire une manière, au fond, une manière critique de, je reprends le mot, déconstruire tous les énoncés de la philosophie. Il faut en donner la généalogie, disons la manière d'être intuitionné, la manière. Il faut prendre les énoncés un par un et tenter de les déployer. Mais pour les déployer, il faut en montrer les fils et il faut les déconstruire. Et lorsque Derrida dit
si j'avais à donner une définition de la déconstruction, brutale comme un mot d'ordre, elliptique, économique, caricaturale, je dirais plus d'une langue. Donc les deux phrases qui pour moi, à l'intérieur de cet ouvrage et à l'intérieur de l'exposition même après Babel traduire, sont des phrases clés de Derrida autour desquelles, d'une certaine manière, l'exposition s'enroule, c'est plus d'une langue, et donc chaque langue étant quelque chose comme une vision du monde, plus d'une vision du monde, et en même temps, cette seconde phrase qui lui vient de son histoire, dit-il, l'histoire que je viens de raconter, donc son histoire d'enfant juif pied noir, cette deuxième phrase, c'est « une langue, ça n'appartient pas ». Et il dit « mon histoire a exacerbé chez moi cette vérité, disons universelle, une langue, ça n'appartient pas ». Donc c'est autour de ces deux phrases que s'enroule et le texte de Derrida, le monolinguisme de l'autre, la prothèse d'origine, comme si l'origine était introuvable et toujours quelque chose qu'on vous donne en plus et qui est substitut d'un membre absent. Bon. Donc voilà, c'est autour de ces deux phrases que s'enroule à la fois le monolinguisme de l'autre et l'exposition après Babel traduire. Et maintenant, pour que vous entendiez la difficulté à laquelle les deux traducteurs, qui sont plus que des traducteurs, qui sont aussi des écrivains et des théoriciens ou des réfléchissants sur la traduction. Pour que vous entendiez à quel genre de difficultés ils sont confrontés, j'aurais envie, si vous le permettez, de vous lire une ou deux phrases de Derrida et même la conclusion de son monolinguisme de l'autre. Et je dois dire que si j'avais une table, qu'est-ce que je serais heureuse. Bon. Alors, non mais je veux dire une table à ma hauteur. Ouais. Donc voilà, Derrida dit par exemple, à propos de son rapport à la traduction, ceci. Et je vous le lis pour que vous entendiez comme c'est compliqué à traduire, c'est-à-dire comme ça fait jouer le français, comme un corps, vraiment, comme une langue qui a un corps et qu'on travaille. Alors voilà une phrase du début. Ce que je voudrais me rappeler moi-même, ce à quoi je voudrais me rappeler, ce sont les traits intraitables d'une impossibilité. Et si impossible et si intraitable qu'elle n'est pas loin d'évoquer une interdiction. Il y aurait là une nécessité, mais la nécessité de ce qui se donne comme impossible interdit. Parenthèse. Tu ne peux pas faire ça. Mais non, mais si, mais non. Si j'étais toi, je ne le ferais pas. Mais si tu étais moi, tu le ferais. Tu ne ferais que ça. Mais non. Et une nécessité qu'il y a, et qui œuvre pourtant, la traduction. Une autre traduction que celle dont parlent la convention, le sens commun et certains doctrinaires de la traduction. Car cette double postulation, on ne parle jamais qu'une seule langue. Oui, mais on ne parle jamais une seule langue. Ce n'est pas la loi même de ce qu'on appelle la traduction, ce serait la loi elle-même comme traduction. Une loi un peu folle, je suis prêt à te l'accorder, mais vois-tu, j'ai toujours soupçonné la loi comme la langue d'être folle. En tout cas, l'unique lieu et la première condition de la folie. Je ne sais pas si vous avez entendu à quel point ça joue dans tous les coins. Ça joue dans tous les coins de la langue, et lorsque Derrida parle de ce qu'il est en train de faire, il dit eh bien, j'aiguise la résistance de mon français, sa résistance acharnée à la traduction, en toutes les langues, y compris tel autre français. Rien n'est intraduisible en un sens, ajoute-t-il, mais en un autre sens, tout est intraduisible. La traduction est un autre nom de l'impossible. Et voilà son injonction aux traducteurs, et c'est là-dessus que je vais terminer, c'est mon injonction à ces pauvres malheureux qui sont confrontés à ce texte. Invente donc dans ta langue, si tu peux ou tu veux entendre la mienne. Compatriotes de tous les pays, poètes traducteurs, révoltez-vous contre le patriotisme. Une langue, ça n'appartient pas. Et il conclut, le miracle de la traduction n'a pas lieu tous les jours, il y a parfois désert sans traverser du désert. Bon. Bien,
je donne la parole à Moshe Ron et à Mohamed Mahoub. On va commencer peut-être par toi, Moshe. Et voilà, vous allez nous expliquer à quoi vous êtes confrontés. Bon, on ne sait pas par où commencer. Tout d'abord, je dois commencer par exprimer ma reconnaissance d'avoir été invité à participer à cet exposé, à faire cette traduction ici. C'est très émouvant pour moi. Bon, quand on traduit, en général, on est confronté à la différence entre deux langues. Et contrairement à ce que des gens qui n'ont jamais essayé de traduire pourraient penser, traduire d'une langue en autre, c'est pas donner le mot à mot, c'est pas une question de lexique uniquement, c'est une question de tout un idiome, de locutions qui sont courantes dans une langue, mais qui dans l'autre langue n'ont aucun sens. Au niveau des mots même, des mots qui pourraient avoir une plurivocité, disons en français, je pourrais vous donner dans un instant quelques exemples, et qui, en hébreu ou en arabe ou en anglais même, en anglais, langue assez apparentée au français, n'ont pas le même effet, n'ont pas le même pléthora de sens. Mais il y a aussi, bien sûr, des problèmes de grammaire, de syntaxe. Il y a des problèmes de référence culturelle qui pourraient être familiers au lecteur du français, mais pas du tout familiers au lecteur de l'hébreu ou de l'arabe ou d'une autre langue. Alors, d'une façon pragmatique, j'ai proposé une division des problèmes à trois niveaux, disons. Alors, il y a le niveau général de la différence entre une langue comme le français, une langue romane européenne, et une langue comme l'hébreu, une langue sémitique d'origine, mais qui a subi des évolutions très rapides pendant le siècle et demi dernier. Et puis, il y a le problème de la traduction spécifique du lexique philosophique de la philosophie occidentale. Et troisièmement, et ça recoupe les deux autres, évidemment, il y a les usages très particuliers que fait Jacques Derrida du langage dans ses textes. Et Jacques Derrida, entre autres, est un artiste du langage. Il joue avec, il construit parfois des formules assez difficiles à déchiffrer ou à entendre, comme il dirait, même dans cette langue qui est la sienne, cette langue qu'il pratique, mais qui n'est pas tout à fait la sienne. Et là, j'ajouterai encore une petite parenthèse. C'est pas seulement l'arabe qui n'était pas, qui était encore moins la sienne. Il y a 4 langues qui n'étaient pas la sienne, encore moins que le français. C'est l'arabe, il mentionne toujours le berbère en parlant du Maghreb. Et puis, il y a 2 langues juives. Il y a le judéo-espagnol, qui était sans doute courant dans sa famille dans les générations précédentes, et l'hébreu. Il ne connaissait pas l'hébreu. Même quand il parlait de thèmes bibliques, il était assez évident que Jacques Derrida ne connaissait pas l'hébreu. Il en a peut-être étudié quelque peu dans son enfance. Je n'en sais rien. Moi, je n'ai jamais vu l'évidence qu'il connaissait quelque chose de la langue dans laquelle j'ai essayé de le traduire. Bon, je pose. Je pose pour que Mohamed puisse poser. Bon, bonsoir, messieurs, dames. Ravi d'être là pour prendre part à la relation, relater, un autre mot de Derrida sur lequel peut-être nous serons appelés à revenir. Relater une expérience de traduction. Mais peut-être tout d'abord, j'ai envie de dire un petit mot, dire merci à Barbara Cassin, grâce à laquelle et grâce à qui je suis ici. Et il nous a fait confiance de confronter ce texte intimidant. Donc, peut-être, je suis un petit peu, pour plus d'une raison, concerné par le texte de Derrida. D'abord parce que l'interlocuteur premier de Derrida, c'est Khatibi. Khatibi, c'est un Marocain et un Maghrébin. Donc, depuis le début,
il y avait, imagine-le, l'interlocuteur, c'est Khatibi. C'est à un moment donné, je crois, la 3e ou la 4e page qu'on connaît, c'est peut-être c'est à Khatibi. Donc je suis ravi de prolonger un petit peu ce débat, cette discussion. De deux, c'est qu'il s'agit, Derrida, en quelque sorte, nous dispute cette appartenance. C'est quoi être maghrébin? C'est quoi appartenir? Pourquoi il est plus maghrébin que Khatibi? Donc il s'agissait de ça aussi. Donc, mais avant je crois que c'est un ensemble de questions philosophiquement intriquées les unes avec les autres, qu'on ne peut pas séparer de la question de la traduction. On ne peut pas séparer la dimension philosophique du fait de la traduction elle-même. C'est pourquoi plus d'éclairage sur l'enjeu philosophique et politique du monolinguisme de l'autre, il projette plus d'éclairage sur la traduction et les défis de la traduction. Barbara a rappelé tout à l'heure le défi que Derrida jette plutôt à la jonction qu'il fait au traducteur. Inventez votre langue si vous voulez comprendre et entendre la mienne. Donc nous sommes toujours au défi d'inventer comme lui, il a inventé sa langue française, entre guillemets. Donc la deuxième chose sur laquelle je voulais attirer l'attention avant de donner des exemples et m'arrêter sur des exemples, c'est que, entre guillemets, le faible de Derrida pour la langue française, la pureté de la langue française. Il a parlé par 2-3 fois de quelque chose qu'il a qualifié même mon rapport névrotique à cette langue, à cette pureté de cette langue. Donc il a tellement un rapport, lui qui n'a cessé de détruire, comme l'a rappelé tout à l'heure Barbara, c'est ça la déconstruction après tout, à détruire l'ensemble des prétentions à la pureté. Il se trouve, il le reconnaît, mon goût pour la pureté de la langue française. Je vous lirai, c'est tellement beau, et je ne peux pas m'empêcher de vous le lire. Par 2 ou 3 fois, il dit « Je ne supporte ou n'admire en français, du moins, et seulement quant à la langue, que le français pur. » Et j'avoue donc une pureté qui n'est pas très pure. Il dit ailleurs « Mon attachement au français a des formes que parfois je juge névrotiques. » Et enfin, peut-être, la pureté de mon français, sa résistance à la traduction en toutes les langues, y compris tel autre français. Donc, la deuxième chose sur laquelle je voulais insister, peut-être avant de passer la parole peut-être à Moshe encore une deuxième fois, c'est tout en prétendant entre guillemets, s'attacher à cette pureté de la langue française, c'est une autre langue française. C'est une autre langue française qu'il dit d'ailleurs, qui est quand il est chez elle, il dérange ses compatriotes. Donc avant de passer peut-être à mes exemples, je te repasserai la parole, Moshe. Justement, on pourrait donner l'exemple le plus célèbre d'un néologisme derridien qui ne joue pas un rôle principal dans le texte que nous avons entendu maintenant, mais c'est le mot de différence avec un A, qui est une formation morphologique tout à fait légitime en français. Donc c'est ça le côté où Derrida remplit la condition de sauvegarder la pureté de la langue française. Mais d'autre part, c'est un mot qui en même temps mine le langage commun accepté et connu. Mais je vais rentrer sur ma division en niveaux pour donner quelques exemples de mots qui sont difficiles à traduire en hébreu. On commençait par le mot sens, qui en français veut dire en même temps direction, et sens, meaning en anglais, ce qu'on veut dire ou signifier. Et, le mot propre est d'une complexité incroyable pour un traducteur. Derrida peut employer ce mot dans 5 ou 6 sens différents, et il n'est pas possible de garder les mêmes racines ou même les mêmes sons. Le mot maître n'a pas le sens de professeur. Il n'a que le sens de maître de l'esclave ou maître du serviteur.
Le mot classe ne veut pas dire en même temps classe sociale et classe d'études, etc. Il y a plein d'autres exemples. Mais surtout, je veux attirer l'attention sur le fait que la langue française et d'autres langues européennes, surtout les langues romanes, ont un substrat latin très important qui entre dans la formation lexicale. Alors, par exemple, une phrase de Derrida comme l'interdit depuis lequel je dis. L'interdit depuis lequel je dis. Je ne peux pas. Moi, je n'ai pas trouvé le moyen de retenir cette répétition de dit, du dicere latin dans cette phrase. Et un sorte de jeu de mots bilingue, capital sans tête. Toute personne française qui a fait de la scolarité sait que capital, ça contient le mot de capitum, tête. Mais en hébreu, ça ne veut rien dire. Hein. Le capital, c'est le capital, et la tête, c'est autre chose. Une phrase comme... Il y a une phrase pareille. Lui donner enfin une forme, et entre parenthèses, d'abord la déformer, réformer, transformer. Il n'est pas possible de garder la répétition de former 4 fois en traduisant cela en hébreu. Bon. Autre problème, autre difficulté. Toutes ces difficultés sont susceptibles de solutions pragmatiques, mais ces solutions ne reproduisent pas la prosodie de l'original, ni la structure lexicale de l'original, comme le préconise Derrida quand il explique ce que devrait être une traduction digne de ce nom, et qui est, comme Barbara vient de le citer, un synonyme de l'impossible. Hein. Alors, par exemple, en hébreu, il n'y a pas de pronom impersonnel. Je ne peux pas dire « on dit ». C'est-à-dire, ça dépend de contexte syntaxique. Parfois, j'emploierai le pluriel, comme on dit parfois en anglais « they say ». Parfois, ce qui me sert de pronom, c'est le nom « Adam », qui en hébreu veut dire homme, tout ce qui est humain, hein, une personne. Oui. Et ça, évidemment, ça injecte dans le contexte des sens que le français peut éviter. Bon. Autre problème, c'est qu'en hébreu, il n'y a pas vraiment de déclinaison du verbe en mode conditionnel subjonctif. Une expression rhétorique. Ce reste donc possible, dit Derrida à son interlocuteur. Moi, en hébreu, je n'ai le choix que d'employer une forme de l'indicatif. De même pour l'usage du futur antérieur. Le traumatisme aura eu lieu. Pour éviter une affirmation sans inconditionnée, je dois employer d'autres mots pour affaiblir l'indicatif. Un autre mot qui donne toujours de problèmes, mais justement de quantité, c'est le mot « chez ». C'est un mot français très particulier, et dont l'étymologie remonte au latin « casa », maison. Et en hébreu, c'est très difficile de combiner la référence à un chez-soi, à un « home », comme on dirait en anglais, et avec la référence à un sujet qui oriente la relation à ce lieu privilégié. Alors ça, ce sont des problèmes que je rencontre en traduisant un roman français. Ce n'est pas nécessairement en traduisant un texte philosophique. Mais quand on arrive à un texte philosophique, à ce texte-ci, je relevais quelques mots. D'abord, le mot sujet. Hein. Le mot sujet, dans le sens philosophique, évidemment, c'est un mot qui a aussi plusieurs sens. Hein. Le mot sujet, dans le sens philosophique, n'existait pas vraiment en hébreu. Et dans les dernières décennies, on a adopté une forme européenne hébraïsée, subject. L'hébreu a souvent adopté des formes de langues européennes par l'intermédiaire de l'allemand ou du polonais plutôt que du français. Maintenant, on commence à s'approprier des mots par l'intermédiaire de l'anglais, ce qui personnellement je n'aime pas du tout, mais par exemple, on devrait dire en hébreu icône pour icône,
mais chaque Israélien plus jeune que moi dirait icon, parce que c'est un mot qu'ils ont appris par l'intermédiaire de l'anglais. Et un mot comme anamnèse, hein, dans le sens du dossier médical d'une personne, de l'histoire de la maladie, etc., ça n'existe pas en hébreu. L'anamnèse, dans le sens platonique du terme, ce sera peut-être compris par des étudiants de philo, ça oui. Et c'est un mot que je ne traduirai pas. Je ne veux pas traduire tout simplement la mémoire ou la remémoration, quelque chose comme cela. Donc, anamnèse en hébreu, ce serait anamnésa. Okay? Et ipséité, très difficile à distinguer de tout un tas de concepts. Nous avons discuté de ça, Barbara, où Derrida, vraiment, il essaie de distinguer entre des concepts qui sont assez proches les uns des autres, mais qui sont quand même différents pour lui. C'est presque pas possible pour moi avec le vocabulaire que j'ai à ma disposition en hébreu. Alors ça, c'est... Bon, j'en passe. Ça, c'est pour le langage philosophique en général, parce que ce genre de mots pourrait se trouver chez n'importe quel philosophe, même pas contemporain, même depuis la Renaissance. Et puis, Derrida, il joue avec les mots. Il y a certains doubles sens qui sont, je dirais pas endémiques, mais qui sont partout chez Derrida. S'entendre dans les deux sens de l'écoute et de la compréhension. Et comprendre dans le sens d'inclure et dans le sens d'avoir l'intelligence de quelque chose. Et ici, il joue beaucoup avec des locutions qui contiennent le mot demeure, à demeure, mettre en demeure. Alors ça, c'est une difficulté diabolique à traduire et à garder le lien entre ces expressions. Bon, j'en passe. Je ne sais pas quelle était l'expérience de Mohamed avec ces... Juste, j'ai envie d'ajouter, parce que tu nous fais un tableau vraiment complet des difficultés que tu as éprouvées, mais j'ai envie de les rassembler autour d'un ou deux traits violents, qui est le premier trait, c'est l'équivoque. Tu en as parlé, c'est tout le temps, mais que ce soit demeure à demeure, enfin dans l'ensemble, hein, ou même sujet. Le sujet qui est assujetti et le sujet qui est ce dont il s'agit. Hein. Et puis le sujet qui pense. Bon. Tout ça, si vous voulez, pour moi, on est là au cœur de la difficulté, évidemment, du rapport entre les langues. Le cœur du rapport entre les langues est lié à ce qui constitue l'identité d'une langue. L'identité d'une langue, c'est ses équivoques. Si vous avez vu l'exposition, vous avez peut-être noté la phrase de Lacan, « Une langue, entre autres, n'est rien de plus que l'intégrale des équivoques que son histoire y a laissé subsister ». Autrement dit, le français « sens », qui veut dire signification, qui veut dire direction et qui veut dire aussi sensation, ben voilà un bout de son identité, cette équivoque-là. Et on peut arriver à la comprendre et à voir comment elle a été fabriquée en se reportant à l'étymologie, ce que tu dis aussi, puisque le fait que interdit, etc., qu'on entende interdit. On vient le décrire. Oui. Bon. Donc ça, on est là dans la violence de ce qu'est une langue par différence avec une autre. Une langue, c'est l'intégrale de ses équivoques et voilà sa carte d'identité. Et par exemple, dans l'exposition, on a travaillé sur des équivoques hébreux. Lorsque on montre traduire la parole de Dieu, point d'interrogation, on montre 3 tableaux qui représentent Moïse. Un Moïse Karan, qui est cornu. Un Moïse Karan, qui est rayonnant. Et un Moïse qui est à moitié cornu, à moitié rayonnant. Bon. Voilà une équivoque de l'hébreu. Où... Les lecteurs de l'hébreu n'hésiteraient pas à dire... Ouais, alors explique-nous pourquoi. Qu'il radiait. Oui. Il radiait la lumière. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il n'hésiterait pas et pourquoi est-ce que Saint Jérôme a traduit Cornu tous? Parce que c'est le sens qu'on m'a appris à l'école, mais ça me paraît beaucoup plus, je ne sais pas, logique, raisonnable, acceptable. Ça c'est tout de même autre chose. Tu es en train là de nous raconter que l'interprétation hébreu
de Karen, c'est plutôt mieux quand on dit que Moïse irradie. Mais quand on est Michel-Ange, c'est plutôt mieux de voir qu'il est cornu. Mais Karen, c'est corne, Oui. mais c'est aussi ré. Oui, Donc, bien sûr. Bon, Et bien voilà, on est en plein équivoque, quand même. Là, Et il y a une équivoque dans le mot hébraïque. Dans les mots hein, hébraïques. c'est ça. Et tu la lèves d'une certaine manière. Tu l'as choisi. Tu choisis un sens. Oui, mais c'est très difficile d'imaginer le contexte avec Moïse qui tout soudain, il a poussé Eh ben, sauf que Michel-Ange l'a fait, mais Oui. c'est vraiment bizarre. Voilà, Hein. mais avant, Saint Jérôme l'a fait. Avant Saint Jérôme, il a traduit Cornu tous. Là, Ouais. c'était bien fait. Bon, Je continuerai sur ce texte. oui, mais juste, enfin bon, vas-y, continue. Sur ce point. Derrida parle de la non-identité de la langue avec elle-même. Donc, cette équivocité que nous sommes appelés, et je crois que c'est ça, il incite le traducteur à déployer cette équivocité. Tout simplement la déplier en quelque sorte. Il y a un pli qui donne cette équivocité et que nous sommes, par exemple, dans les cas que tu as pris, par exemple, Moshe, que ce soit dans l'entendre. Moi, dans ma traduction, je dois déplier ce que contient ce mot qui est ambigu dans l'influence. Entends-moi, Khatibi. Je ne sais pas s'il lui dit écoute-moi ou il lui dit comprends-moi. Donc moi, je suis appelé à faire tasma'uni, tafahamuni. Donc les deux mots, je les emploie en même temps pour déployer, déplier ce qui est plié dans le texte. Car Derrida, tu as employé le mot jouer, il joue, c'est vrai, si tu veux, mais un jeu sérieux, où il veut cerner quelque chose qui risque d'échapper, de nous fuir, de nous jouer des tours. Et donc le voilà avec, je crois. Donc alors dans la question de l'entendre, et moi si vous me permettez, je prends la première page. Je voulais donner 2 ou 3 exemples à partir de la première page. La première page du premier chapitre. Et donc, je ne sais pas, il commence comme ça, le premier chapitre. Imagine-le, figure-toi, quelqu'un qui cultiverait le français, ce qui s'appelle le français, et que le français cultiverait. 3 fois, le même mot cultiver a été employé. Impossible, comme tu l'as constaté, Moshe, impossible de dire je ne suis pas appelé à dire le même mot. Je ne suis pas appelé à répéter le même cultiver. Tu es appelé, mais est-ce que tu peux le faire? Pourquoi? C'est ça. Non, Pourquoi tu ne peux pas? Non, mais en français, c'est bizarre. Figure-toi quelqu'un qui cultiverait le français et que le français cultiverait. Donc, alors, vous voyez, c'est un petit peu, dans un sens, le sujet, imagine ce sujet qui est lieu de la culture, et le deuxième sens, c'est tenir encore une autre fois cette équivocité. C'est lui qui est le sujet de cette culture. Il cultiverait, lui, le français. Donc, moi, j'essaierai de cerner par 2 fois, j'ai essayé de dire, j'espère que nous avons des arabisants avec nous pour me corriger. Par exemple, je dis muta'addiban dans la première, haddaqatu dans la deuxième, ithaqafa. Les 3 mots, chaque fois, prennent un aspect de la chose équivoque que Derrida a essayé de cerner par 3 fois. Et je crois que c'est un petit peu réussi. En tout cas, c'était le seul moyen. C'est un petit peu réussi. Écoutez. Mais en tout cas, à aucun moment... Attendez, s'il vous plaît. À aucun moment, moi, je ne sais pas. Ça, vraiment, alors, je vous le dis franchement, même ça risque d'agacer un petit peu Barbara. Car à aucun moment, nous ne sommes pas dans, comme disait Derrida dans le texte, dans cette économie de l'équivalence. Nous ne sommes pas dans l'équivalence. Nous sommes dans un acte. L'acte de la traduction, c'est un acte généreux, rigoureusement généreux, si je peux me permettre de dire. Donc, à un moment donné, c'est le même mot, par exemple, quand il dit « en bon français ». À aucun moment, je ne me permettrai pas de traduire en un seul mot. Car quand je dis « en bon français », ça veut dire une belle langue française. Mais j'entends d'abord une belle langue française. Mais j'entends aussi une rigoureuse langue française. Donc, pour dire les deux, à un moment donné, je ne peux pas... Comme je vous ai dit la dernière fois dans la discussion, l'ensemble langue arabe constitué de tant d'éléments ne donne pas cette équivalence univoque ou correspondante, un mot par un mot. Donc chaque fois, je suis appelé
Mais par contre, on ne doit pas voir dans cette question que c'est seulement son côté, entre guillemets, qu'il y a entre guillemets, un côté négatif. Il n'y a pas de côté négatif. Car à un moment donné, il permet à cette langue de créer ses jeux à elle. Oui. Et c'est ça ce qui est super. Je donnerai un exemple si vous voulez. Mais tu sais qu'ils nous insultent pour chercher des solutions comme telles que tu décris. Il dit que la traduction doit présenter un mot pour un mot, si tu veux, syllabe par syllabe, dès lors qu'on renonce à cette équivalence économique, d'ailleurs strictement impossible. On peut tout traduire, mais dans une traduction lâche. Ouais. Au sens lâche de ce mot traduction. Donc, dans ce sens, on ne peut pas traduire. Moi, il faut commencer par avouer, nous, on est des traducteurs lâches. Mais il n'y en a pas d'autres. Hein? Il n'y en a pas d'autres. Exactement. Et ceux qui veulent être des traductions dans le sens fort, ils restent chez eux à la maison. Hein? À lire peut-être, à penser, mais pas à traduire. Ou inventer une autre langue dans la leur. Même un lâche le fait. Écoutez, ça va être peut-être une conception lâche, comme il dit. D'ailleurs, à un moment donné, il dit dans une traduction, mais c'est une traduction lâche. Alors qu'il cherche une autre conception de la traduction, Derrida œuvre à une autre conception de la traduction, qui est, à mon sens, je ne dirais ni rigoureuse, ni, je dis, plus généreuse, plus inventive, plus créatrice. Donc, alors, par 2-3 fois, donc, que ce soit avec le mot culture, que ce soit avec le mot beau, que ce soit avec le mot entendre, prenez un simple exemple. Peut-être, j'anticipe sur... avant de revenir à cette question de demeure. Le mot salut, à un moment donné, est l'étrange mot, le mot salut. Bon, le mot salut pour dire saluer. Mais dans chaque salut, il y a le sauve, il y a le sauver, il y a vouloir sauver quelque chose. Or, c'est ça ce qui, un petit peu pour Derrida, fait problème, c'est qu'il n'y a pas de salut, il n'y a pas de quelque chose de sauvé. Donc, comment je peux dire, je peux saluer tout en extrayant cette dimension un petit peu, dirait Derrida, de métaphysique, de garantir le salut. Ce sont ces jeux-là que j'étais appelé, par exemple, avec les possibilités que me permet la langue arabe. Et donc, à ce niveau-là, je ne me plains pas. Je dis, depuis le point de départ, je connais, voilà ce qu'il donne. Et voilà le défi qu'il serait appelé. Et d'ailleurs, c'est ça. Comment jouer sur cette non-identité de la langue avec elle-même. Comment faire jouer pour son compte, c'est-à-dire pour élargir son champ à elle, grâce à la traduction. Et c'est ça la dimension fertilisante de la traduction, le champ de la langue arabe. Alors, je ne sais pas si j'ai encore du temps. Je veux dire juste à un moment donné où ça devient concept. Quand on aura affaire au concept. La dernière fois, peut-être, je reprendrai le concept performatif. Ça, c'est toujours presque à la première page. Alors, si vous me permettez, je vous lirai juste la phrase. Donc, c'est la page 15, c'est toujours presque la troisième page. Elle dit, Derrida dit, comment pourrait-on avoir une langue qui ne soit pas la sienne ? Et surtout, si on prétend, tu insistes, n'en avoir une seule, toute seule. Tu avances une sorte d'attestation solennelle qui se tire bêtement par les cheveux dans une contradiction logique. Pire, diagnostiquerait peut-être le savant devant un cas si grave et qui se donne lui-même pour incurable, ta phrase s'extirpe d'elle-même dans une contradiction logique augmentée d'une contradiction pragmatique ou performative. C'est désespéré, c'est Derrida qui continue. C'est lui qui a un petit peu qualifié la situation du lecteur. C'est désespéré. Par contre, en quelque sorte, à mon avis, il vient à notre secours. Directement, il dit, le geste performatif de l'énonciation viendrait en effet prouver en acte le contraire de ce que prétend déclarer le témoignage, à savoir une certaine vérité. Jamais il ne le fut, mienne, en vérité, oserais-tu dire, celui qui parle, c'est ça la phrase celui qui parle, le sujet de l'énonciation, toi, mais oui, le sujet de la langue française, on l'entend faire le contraire de ce qu'il dit. C'est comme si tu mens, c'est comme si tu mentais en avouant dans un même souffle le mensonge. Donc, en quelque sorte, il vient pour déplier
cette contradiction pragmatique, cette contradiction augmentée d'une contradiction performative ou pragmatique ou performative. Alors, à ce moment-là, j'ai un problème. Car Moshe, la dernière fois... C'est bien si tu n'en as qu'un. Non, pas que ça, à ce moment-là, c'est sérieux. C'est très sérieux, à mon avis. Car ce n'est pas seulement... Tu ne fais pas la face-à-face entre guillemets ou la complicité juste avec le texte de Derrida. Non, tu traduis contre ta tradition traductrice. Je ne suis pas le premier à traduire Derrida. Je suis devancé par des traducteurs de Derrida. Donc à ce moment-là, je me rends compte qu'ils n'ont pas rendu service, entre guillemets, à ce concept performatif. Il est là, il a fait tellement de ravages, par exemple dans notre tradition arabo-musulmane, surtout dans la traduction. Et quand les traducteurs le traduisent... Pardon, excusez-moi. Donc quand les traducteurs le traduisent, souvent ils le traduisent de manière à un moment donné à ajouter, à accroître l'ambiguïté du texte. Donc à un moment donné, c'était la première fois, et presque l'unique, non, il y aura une deuxième et une troisième fois, la première fois où j'avais envie de mettre un bas de page. Car à aucun moment, c'est presque un parti pris a posteriori, c'est-à-dire après que je me suis rendu compte que je ne voulais pas faire de bas de page, je ne voulais pas alourdir le texte par des bas de page. Et donc, à un moment donné, à ce niveau-là, j'avais envie de traduire, de mettre un bas de page pour dire voilà comment ce concept est traduit dans la langue arabe, et voilà les dérapages auxquels il expose la traduction, le texte de Derrida, et voilà ce que je propose. Et ce que je propose, j'ai envie que ce soit un plus, justement. C'est le défi avec le texte de Derrida, c'était l'injonction d'inventer autre chose pour dire ta langue qui est en jeu. Donc, il y a juste une dernière chose, et je n'aurai plus rien à vous dire. À un moment donné, et ça j'ai trouvé un petit peu, c'est Derrida d'ailleurs qui vient à notre secours, il dit, à propos, ce ne sont pas des jeux de mots, ce sont des faits d'une équivocité difficilement qu'on peut porter difficilement au niveau de la langue. Quand il parle de la situation du juif d'Algérie, et à un moment donné, il fait la distinction entre les nationaux français et les citoyens français. Et c'est lui-même qui dit, mais il n'y a pas de traduction nationaux français et citoyens français. Je n'aurais pas 10 000 choses pour le dire. À un moment donné, j'étais obligé de faire pas seulement de guillemets, mais 3 fois des guillemets pour dire que c'est une ambiguïté qui, même dans le texte français, entre citoyens français et compatriotes français, et nationaux français, pardon, il dit que c'est une situation typique aux Juifs d'Algérie à une époque. Donc on ne peut pas, je n'arrivais pas à lui trouver, à faire dire à la langue arabe quelque chose pour justement pour cerner cette situation, cet événement aussi qui était à un moment donné. Donc j'étais obligé de répéter le même mot, mais avec des parenthèses pour le distinguer du sens courant. Mais c'est une conversation qu'on a depuis un certain temps. Depuis 3 mois. Le passage avec le pragmatique et le performatif ne m'a donné aucun trouble, aucun problème. Ce sont des termes d'art. Le mot pragmatique est employé dans le sens qu'il a en sémiotique. Le terme performatif, c'est une référence très très claire à la pensée de J.L. Austin, l'anglais. Et puisque je n'attends pas que des gens qui n'ont jamais entendu parler de philosophie moderne, soit continentale, comme on dit, soit anglo-américaine, aillent lire cette traduction. Donc là, je ne considère même pas mettre une note au bas de la page. Et la traduction est simplement l'induction en hébreu de ce mot. Pragmati performativi, en hébreu. Donc tu calques. Oui, comme ça, sans rien, c'est pas un problème. Ça ne peut pas passer. La question de la citoyenneté, c'est plutôt une question de terminologie juridique. Et là, je crois que je ne me souviens plus exactement de ce que je trouvais pour ce qui n'est pas citoyen. Mais c'était peut-être quelque chose qui correspondrait plutôt à sujet. Alors que lui-même, il dit, c'est pas possible. D'ailleurs, j'ai la citation de Derrida où il mentionne
citoyens. Donc, alors, Derrida dit, dernier exemple avec les citoyens, les nationaux, là... Nationaux, oui, c'est ça. Oui. Nationaux, j'ai traduit comme sujet, comme s'il était sujet d'un roi. À la page 71, Jacques Derrida dit, qui commente à propos du nationaux, à ma connaissance, c'est Jacques Derrida qui parle, à ma connaissance, n'a pas d'autre équivalent stricto sensu au monde. Oui, c'est vrai. La page 71, marge. Mais comme il avoue dans ce texte plusieurs fois, il exagère. Mais c'est que nous sommes appelés justement, pas à cette exagération, à la faire nôtre, et pas à la qualifier tout simplement d'exagération. On peut se demander, enfin je veux dire, s'il explique là c'est très simple, hein. Jusqu'à la libération, les musulmans d'Algérie n'étaient considérés que comme des nationaux français et non pas comme des citoyens français. Cette distinction s'expliquait par l'histoire. Ouais. Bon, il n'y a peut-être pas de... Est-ce que cette... enfin, je sais pas, est-ce que en arabe, il a été fait état de cette distinction juridique ou pas? Question très importante. Ouais. Même. Donc, à aucun moment, c'est moi, très simple. Il faut savoir si oui ou non. Historiquement parlant. Oui. Est-ce que jusqu'à la libération, on appelait les musulmans d'Algérie nationaux français, mais en arabe? Comment ça se dit? Sincèrement. Oui, mais ça se pose. C'est Oui, une question absolument. de fait. Oui. Je veux dire, là, c'est pas une question de philosophie, c'est une question d'histoire. Justement, c'est un événement, Oui, voilà. un événement datant qui. Mais quand il dit citoyens français, nationaux français au niveau de la langue. C'est pareil, en français, tu ne peux pas savoir ce que ça veut dire. Ouais, La différence entre nationaux français et citoyens français, sauf dans l'histoire. Oui, voilà. Donc, allons voir dans l'histoire de l'Algérie Qu'est-ce que ça veut dire? Si ça a été traduit en arabe. Il réfère et il dit c'est pas possible. Il fait recours à un juriste algérien ou quelque chose comme ça dans la même marge. Oui, pas trop algérien, c'est Louis-Augustin Barrière. Mais peut-être quelqu'un donc, qui... Oui, donc voilà, il faut aller regarder. Donc ça, moi je ne peux pas te dire et je comprends que en français non plus. Évidemment, il y a tout seul, on ne peut pas comprendre. Il y a une histoire du jargon juridique du colonialisme. Oui, c'est ça. Et c'est ça. Est-ce que le jargon juridique du colonialisme a été traduit British subject, Commonwealth. Il était quoi? Il était aussi des sujets, non? Commonwealth subject. Chaque régime colonial a inventé son jargon. Quand il dit par exemple juif d'Algérie, juif indigène et néanmoins français. Oui. Donc c'est une situation... Tout à fait. Mais probablement, quand on peut le traduire en arabe, ça. Tu l'as traduit? Oui, bien sûr. Oui. Je ne peux pas le laisser. Mais j'ai dit, à un moment donné, j'étais obligé de ruser avec cette langue arabe, justement. Alors, je prends l'exemple le dernier exemple. Quand on dit, par exemple, un juif d'Algérie, je ne peux pas dire Soukan Asliyoun et Yahoud. C'est trop lourd, ça ne se dit pas en arabe. Donc, si j'opte pour un deuxième choix, Al-Yahoud Asliyoun, on risque de référer à autre chose aux juifs des premiers temps. Donc, ça ne se dit pas. Et donc, à un moment donné, j'ai fini par ruser et dire As-Soukan Asliyoun, trait d'union Al-Yahoud. Ça doit être très bien. Écoutez, c'est ça. En tout cas, je devais forcer. C'est ça ce qui est intéressant, ce petit jeu, ce rapport de force avec la langue. Et c'est ça un petit peu ce qui m'a plu dans ce jeu, si tu veux. À un moment donné, tu sans vouloir forcer, entre guillemets, altérer, non mais forcer pour mettre de la place pour accueillir autre chose. Est-ce que vous voulez... là, on ne voit rien là, mais est-ce que la salle veut intervenir? On m'a dit qu'il pouvait y avoir 10 minutes de questions. Donc ça serait maintenant. Donc, oui, voilà, c'est le temps. Et alors, moi, je ne vois rien du tout. Oui, bonsoir. Moi, je pense qu'un traducteur qui ne prend pas plaisir à être insulté... peut arrêter le travail, parce que bon, non seulement ils sont abonnés, mais c'est inévitable. J'ai été intéressé par l'équation du traducteur arabe de Derrida et la démarche entreprise, la démarche de générosité. Et cette opération de dépliage dont vous avez parlé, en fait, un peu de déployer Derrida au risque d'être obligé de le ramener à
à l'origine. Vous avez pris l'exemple de cultiver la langue française qui le cultive. Et vous êtes allé vers Thaqafa, qui est la culture. À un moment, vous avez parlé de Hadaqa. Vous le dites avec l'accent marocain ou avec l'accent pur Hadaqa, c'est-à-dire l'intellect. On revient à Averroès et à Aristote. Hadaqa ou Hadaqa, c'est-à-dire, si vous avez néologisé un peu, jardiner. La langue le jardine, quoi, en fait. Et qu'est-ce qu'on peut trouver avec Zara'a, qui est donc cultivé, planté. Est-ce qu'on peut l'utiliser, le retourner? Je ne trouve pas la difficulté. En fait, cette générosité, est-ce qu'on n'est pas obligé de la perdre comme ce que vous êtes arrivé avec Juif d'Algérie, Yehudi Jazairi. Là, c'est insuffisant quand on parle de Derrida. Je pense que c'est tellement la première chose qui arrive. Et donc, je voudrais un peu voir un petit retour plus sensuel sur la situation. Et à Moshe, je vois le problème que vous n'avez pas évoqué, la spécificité de l'hébreu. C'est une langue qui est en fait le meilleur témoignage de son peuple, de ses locuteurs. Parce qu'elle est morte, elle a ressuscité, et vous prenez des références plutôt vers ce qu'on appelle l'hébreu moderne ou le yiddish. Je pense qu'en hébreu ancien, il y a beaucoup de sorties. Je n'ai pas exactement compris. De sorties dans quel sens? De solutions, c'est-à-dire revenir... parce que tous les traducteurs hébreux, de l'hébreu, qu'on peut croiser, comme par exemple Père Sonam, Méchonique, ils sont très souvent, ou même quelqu'un de chez nous ici, Chouraki, sont très souvent obligés de revenir à l'étymologie. Et elles se perdent aussi dans l'étymologie. Comment vous pouvez rencontrer, vous, dans des textes modernes, les romans? J'ai entendu que vous la base lexicale de l'hébreu reste l'hébreu classique, l'hébreu biblique et l'hébreu de la tradition des époques ultérieures à celle de la Bible. Mais l'hébreu, en s'adaptant au temps moderne, a évolué vraiment très rapidement. Et une bonne partie de l'évolution du vocabulaire a été faite par l'assimilation de mots européens tels quels, mais toujours par l'intermédiaire d'une langue européenne spécifique. Au début, c'était surtout l'allemand ou le polonais. Hein. Et plus tard, c'est devenu un peu plus le français et l'anglais. Et il y a beaucoup de mots hébraïques maintenant qui sont en effet tirés de leur base latin dans les langues modernes européennes. C'est la réponse simple, mais évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a des changements aussi dans la syntaxe, pas tellement dans la grammaire, mais dans la syntaxe, oui. L'ordre de mots dans la phrase, par exemple, est plus conforme au sujet prédicat qui n'est pas vraiment sémitique. Okay. Et il n'y a pas en hébreu de copule. Hein. Le verbe être comme copule, ça n'existe pas vraiment en hébreu. Ni en arabe, à mon su. Hein. Non. Et alors, ça, c'est un problème en traduisant la philosophie d'origine grecque, non? C'est clair que c'est un problème. La traduction de la philosophie. Oui, mais alors c'est un problème qu'on a commencé à confronter au XIIe, XIIIe siècle. Et d'ailleurs, c'était la célèbre famille des Ibn Tibbon, en commençant par Yehuda Ibn Tibbon, qui d'ailleurs s'est installé pas loin d'ici, à Lunel. Il a travaillé à Lunel pendant des dizaines d'années, et c'est lui et son fils et son petit-fils qui ont établi certains de termes de base de la philosophie aristotélicienne surtout, par l'intermédiaire de l'arabe, parce qu'il a commencé par traduire de l'arabe. Et il a néologisé des mots pour exprimer des concepts surtout aristotéliques sur l'analogie de l'arabe au XIIIe siècle. Alors certains de ces mots sont toujours en usage maintenant. Mais évidemment, il fallait inventer beaucoup d'autres mots pour traduire Descartes, Kant, je sais pas, Hegel, Nietzsche, ou Derrida.
Il y a une autre question, Il y a c'est deux ça? personnes. Oui, vous pouvez peut-être les poser Bonsoir. toutes les deux à la file, parce que je crois qu'on a plus de 5 Alors minutes. très vite, donc, à propos du trait d'union, vous avez éveillé ma curiosité 100 fois dans vos exposés, mais alors juste sur ce dernier point, donc, en quelque sorte, vous avez introduit un signe qui n'est pas une lettre. Vous nous faites le plaisir en plus de le dire en français. Alors j'imagine qu'il y a un mot pour trait d'union en arabe, mais voilà. Alors introduire un signe qui n'est pas une lettre, est-ce qu'il faut parler de la ponctuation? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot? Est-ce que la ponctuation, la scansion joue un rôle dans tout ce que vous nous avez expliqué? Enfin, c'est une chose dont vous n'avez pas parlé, vous deux, vous trois. Voilà. Oui, absolument. Excusez-moi. La question de la ponctuation, à un moment donné, j'étais appelé à reprendre, par exemple, des phrases. Vous savez, je prends un exemple. Je peux prendre 2 secondes, car vraiment, je crois que nous sommes un petit peu pressés par le temps. C'est pour cela qu'à un moment donné, par exemple, quand à la page, je crois 13-14, justement, quand il dit, c'était à propos de demeure. Mon linguisme demeure, virgule, et je l'appelle ma demeure. J'ai pris 3 points de suspension, c'est toujours la même phrase. J'y reste et je l'habite. 3 points de suspension à demeure. Je ne sais pas, voilà, j'ai restitué la phrase. Pourquoi? Parce qu'il commence d'abord, la phrase commence par, la page 13, excusez-moi, 2 secondes. Je suis monolingue. La phrase commence comme ça. La première page, 13. Je suis monolingue, point. Mon monolinguisme demeure et je l'appelle ma demeure et je le ressens comme tel. J'y reste et je l'habite, point. Donc, à un moment donné, je peux me permettre de reconstituer, entre guillemets, c'est-à-dire ponctualiser autrement la phrase. Je suis monolingue, je peux partir sur ce départ de Derrida lui-même. Je suis monolingue, point. Mon monolinguisme demeure, point. Je l'appelle ma demeure. Je peux continuer sur ce petite phrase sujet-verbe. Je le ressens comme tel, j'y reste et je l'habite. Donc, vous voyez, cette question de la ponctualisation, à un moment donné, c'est vraiment, ça s'impose, mais vraiment de manière très rare, où tu es appelé à que ça soit créer ce petit trait d'union pour parer à ce qui peut paraître des insuffisances de telle ou telle langue. À un moment donné, voilà. Et c'est la même chose. Bon, en tout cas, ce n'est pas nouveau dans la tradition philosophique moderne. Quand on a commencé à écrire, par exemple, je ne sais pas, Heidegger ou avec autres, mais Kreuz, écrire avec croix, écrire avec incluant existence, avec trait d'union, tout ça, c'était pour un petit peu, c'est dans cette dimension-là. C'est ce que je pense. Pardon. Est-ce que le mot ressent dans cette phrase n'a pas aussi le sens de ressentiment? Est-ce qu'on peut exprimer ça aussi dans un mot qu'on choisit pour le traduire? Parce que le contexte justifie cette lecture, non? Le contexte justifie bien cette lecture? Non, à mon sens. Donc reprendre la phrase. Tu y arrives en hébreu? Non. Non. Bon. Je viens d'y penser. Oui, Je viens d'y penser. Non. Pardon? Voilà. Demeurer, c'est le verbe. Ben, écoute, demeurer, donc alors, je fais l'inventaire, entre guillemets, les 3 possibilités que j'avais. Demeurer, c'est rester pendant un temps à un lieu. Oui. Donc, ça peut dire uqimu, aqama yuqimu, ça peut dire aqtonu, ça peut dire askunu. Donc, je me contente de ces 3 car il y a plus. Mais je me contente pour dire ce mot, mais tout ça pour dire demeurer, qui est la demeure, dar al-baqa, c'est l'odola pour dire la maison, l'odola, on va rester le reste, où il y a l'éternité, le lieu de l'éternité. Donc, ce à demeure,
C'est à 3. Mais à demeure, la dernière à demeure, mais ça c'est pour dire, je suis condamné. C'est un fait. Je ne peux pas faire autrement. À demeure, la dernière. Je reprends. Barbara, à un moment donné, je ne suis plus. Dernière question. Oui. D'abord, je dois admettre que je ne suis pas tellement intéressé pour les résonances sémantiques. Vous parlez dans le micro. Plutôt pour les résonances philosophiques de ce texte. C'est un texte très, très personnel en comparaison avec beaucoup d'autres textes de Derrida. C'est un texte qui met en cause le colonialisme et c'est un texte qui donne des exemples d'une éthique de la première personne pour la philosophie, de dire « je », une chose qui Derrida faisait très, très modestement dans son œuvre. Et ça, alors, ce que je veux savoir de vous, comme traducteur, comment vous traitez ces résonances du colonialisme, surtout aujourd'hui, parce qu'on sait que les traductions changent avec le temps. Ce n'est pas le même monde colonial de l'Algérie des années 50. Ce n'est pas le même monde du moment en Louisiane où il parlait avec Khatibi. Et maintenant, alors comment est-ce que vous processez ce lait du colonialisme dans la traduction? Moi, à mon avis, surtout dans la langue arabe, j'ai, pour dire la colonisation, pour dire coloniser, istamara, quand on dit l'istamar. Mais les gens, ceux qui parlent l'arabe, ont oublié que dans istamara, il n'y a pas la connotation coloniale et colonisatrice d'abord. Il y a al-i'mar. D'ailleurs, le texte coranique... Mais car à un moment donné, lui, il dit, Derrida, c'était fondamental, pour dire, la colonisation appartient à toute langue. Oui, mais il dit aussi que tout langage colonial. Absolument, c'est ça. Toute langue, toute culture, toute langue est coloniale dans un sens, justement. Donc, pour moi, ce qui était intéressant, pour moi, ce qui est... J'ai pas... Alors, voulez-vous avoir la gentillesse au-delà de la sémantique, voulez-vous avoir la gentillesse? C'est quoi les résonances de dire aujourd'hui tout langage est colonial? Comme traducteur, quand vous traduisez ce langage en hébreu, en arabe, c'est quoi les résonances? C'est quoi l'importance? Il faut dire que pour moi, il y avait certains moments délicats où je dois choisir un terme qui est politiquement dans un état de conflit en Israël, entre ceux qui soutiennent les colons. Et même quand je les appelle en français des colons, je dis quelque chose qu'eux n'acceptent pas. Okay? Alors, moi, j'espère que j'ai pu résoudre ces problèmes avec dignité et honneur. C'est à juger, c'est le lecteur qui va juger. Mais d'abord, il faut dire que le mot colonialisme a été induit en hébreu. Il existe en hébreu tel quel. Mais pour colonisation, il me fallait employer un terme hébraïque. Et là, le terme est plus neutre. Il est plus neutre, il ne contient pas le même poids moral, okay? Même poids éthique. Mais je crois que le contexte général que j'ai créé dans cette traduction reflète bien les attitudes que Derrida exprime dans ce texte vis-à-vis de l'histoire spécifique dont il parle en Afrique du Nord. Oui. Je crois qu'on va arrêter là, mais juste ce qu'on peut vraiment conclure de ce que vous êtes en train de dire, et sur la colonisation en particulier, c'est que clairement, toute traduction est politique.
finalement. Clairement, c'est de ça dont il s'agit. Oui. Mais c'est vrai. C'est vrai que c'est comme ça. C'est ça. Nous avons une interruption, je crois, maintenant. Merci à tous Parler les deux. de l'aspect politique de la traduction. Oui. Mais il y a bien sûr d'autres dimensions. On traduit quand on traduit d'une langue qui a un grand pouvoir dans le monde actuel, comme l'anglais, l'américain, on traduit énormément plus de l'américain en hébreu que dans le sens contraire. Même, on traduit, j'en suis tout à fait sûr, beaucoup plus de l'américain en français que du français en américain. Alors ça exprime, ça reflète une relation de force, non? C'est politique. Oui. Les routes de la traduction sont des routes du pouvoir, et en plus, les choix de traduction sont des choix politiques. Oui, donc voilà, il faut vraiment le savoir. Ça aussi. Et ça, c'est une chose que cette exposition entend bien montrer aussi. Oui. Bon, enfin, j'aimerais bien étaler la liste des traductions de romans que j'ai faites, et j'essaie de choisir des romans qui donnent une image du monde universaliste, etc. Mais évidemment, c'est jamais conclusif. Ça, c'est jamais conclusif. C'est donner quelque chose, un exemple, c'est pas plus que ça. À un moment donné, je ne sais pas si vous, pour les lecteurs de Derrida, à un moment donné, il dit, c'est vrai, moi aussi, j'ai subi la colonisation. Pour moi, c'est un point fondamental. Et à un moment donné, on s'exile, et toutes les langues, on s'exile, mais à un moment donné, c'est lui-même d'ailleurs qui dit, bien sûr, les exils ne se valent pas. Croyez-moi, je peux vous dire, en poète chez Derwish, chez Mahmoud Derwish, le palestinien, cette expression, Manafi la tatasawa. Mais nous étions en train de parler, bien sûr, tout ça est là, c'est fondamental. Je vous ai dit, en tout cas pour moi, le point de départ, c'est un texte philosophique politique. C'est vraiment, on n'a pas besoin. Et l'acte de la traduction, depuis d'ailleurs, en tout cas dans la traduction arabo-musulmane, il est politique. C'est un enjeu politique et c'est un acte politique. Ce n'est pas pour rien que Derrida parle d'une internationale, une nouvelle internationale pour les traducteurs. C'est un enjeu, pour moi, c'est clair et net. Merci, excusez-moi. Merci à tout le monde. Merci. Bon, merci beaucoup.